Mes chers collègues, je sens beaucoup d'énergie pour la reprise de nos travaux, et en particulier sur cet article 6. Amendement de suppression de l'article, le CD 126, présenté par Monsieur le Ministre. Très bien, donc comme je le disais Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, S'il vous plaît. comme je le disais en introduction, tout l'enjeu, c'est d'avoir un nombre d'articles qui puissent être débattus dans l'hémicycle, qui soit compatible avec le temps dont nous disposons, pour qu'on puisse aller ensuite à un texte qui puisse être applicable au milieu du mois de juillet. Ce qui suppose de ne pas avoir un chemin législatif trop long et d'avoir des articles que nous sommes capables de sortir pour les traiter par voie réglementaire. Ce dispositif, il a été présenté à la fois aux sénateurs, dont évidemment c'est pas l'option préférentielle, mais qui comprennent, et à l'AMF, qui est attaché surtout à avoir un texte à la fin qui permette de faire en sorte que le truc puisse s'appliquer. Cet article 6, nous le sortons, mais nous l'écrivons exactement comme il a pu être écrit, simplement pour ne pas donner lieu à beaucoup d'amendements à partir du moment où il y a en plus une forme de consensus autour de la prise en compte des efforts passés. En le positionnant là, il aura à la fois un impact puisqu'il sera positionné dans le cadre de ce qu'on appelle le décret SRADET, et puis d'autre part, il aura évidemment un caractère réglementaire qui permettrait que, s'il devait y avoir un jour un contentieux devant le juge administratif, la prise en compte de ces efforts passés soit un élément d'appréciation de la trajectoire de sobriété foncière. Merci Monsieur le Ministre. Monsieur le rapporteur, votre avis? Avis favorable pour cet amendement. Très bien, Monsieur Decker, la parole est à vous. Posez une question. Si cet amendement venait à être adopté, ce qui a de fortes chances d'arriver, sauf à ce que le repas soit fatal à la majorité, parce que peut-être lui rendre service en poursuivant un peu. Oui. De fait, qu'est-ce qu'il advient des amendements qui identifiaient les efforts passés d'un type de collectivité? Je portais par exemple à l'amendement 76 la prise en considération des efforts passés des collectivités de montagne au regard notamment de la loi montagne qui a été une des premières lois de sobriété foncière de ce point de vue-là. Donc est-ce qu'on peut savoir si dans le futur décret, ce cas particulier sera pris en compte? Alors, c'est une excellente question. D'abord, la prise en compte vaut évidemment pour tous les types de collectivités par définition, mais il y a même une référence à la montagne de manière spécifique dans le texte réglementaire compte tenu du caractère particulier de ces espaces qui ont déjà fait preuve de davantage de sobriété. Donc on a bien intégré ça, je le redis, hein, on n'essaye pas d'escamoter quelque chose, on essaye de faire preuve d'efficacité sur un point sur lequel il y a une forme de consensus clair qui se dégage et qui vient renforcer d'autres éléments du texte qui sont traités par ailleurs. Donc il n'y a pas de loup, si j'ose dire, Monsieur Decker, sur le sujet. Voilà un nouveau sujet. Voilà qui suscite une nouvelle interrogation de Monsieur Decker. Non, pas une nouvelle interrogation, simplement le ministre l'a évoqué en début de réunion de notre commission. Les décrets sont donc en ligne et consultables, c'est bien cela? Ce matin, 9h30. Très bien. Monsieur Maquet, je vous en prie. Oui, Monsieur le Président, je pense qu'on peut partager l'idée d'aller sur un texte plutôt concis, plutôt efficace. On en a besoin et là-dessus, Monsieur le Ministre, vous pourrez nous retrouver, on pourrait se retrouver. Cela étant, il y a un certain nombre d'amendements qui risquent de passer à la trappe de facto. Moi, je vous interpellais sur l'application de la loi littorale, sur les dispositifs que l'on subit sur le littoral, notamment les plans de prévention des risques. Enfin, ces terrains qui, globalement, ne sont plus constructibles aujourd'hui. Vous l'avez évoqué dans votre propos liminaire. Est-ce que vous pouvez y revenir? Est-ce que vous pouvez plutôt nous rassurer? L'enjeu touristique, l'enjeu d'érosion, l'enjeu de submersion, enfin voilà des sujets importants que l'on ne pourra pas évoquer puisque les amendements risquent de passer à la trappe, mais qui restent des vrais sujets de fond. Alors, monsieur le député, en l'espèce, non, parce que l'article 10, il est dans le chemin législatif, et donc on vous proposera de le garder pour qu'il fasse l'objet d'un débat dans l'hémicycle. Et donc toute la partie qui va concerner le littoral, elle va intervenir un peu plus tard dans cette soirée, quand on arrivera à l'article 10, où là, il n'y a pas d'amendement de suppression du gouvernement, parce qu'on considère qu'il est souhaitable là-dessus d'aller préciser les choses, en particulier compte tenu de l'érosion du trait de côte, des interrogations que ça suscite et de la nécessité d'aller envoyer un signal aux 975 communes dans le pays qui sont face à cette situation spécifique et pour lesquelles il est souhaitable d'avoir, de notre point de vue, un chemin législatif. Et c'est
là aussi cette espèce de ligne de partage, se donner plus de temps pour discuter du littoral avec ses spécificités qui sont plus marquées et qui peuvent nécessiter des adaptations législatives, et aller plus vite sur la notion d'effort passé, dès lors qu'elle est plus aisément compréhensible et que surtout elle reflète quelque chose sur lequel tout le monde se retrouve, puisque c'est l'esprit de la loi. Si on n'avait pas voulu faire les efforts passés, on faisait 50% de moins pour tout le monde, sans discussion. Les efforts passés, c'est le fait d'officialiser par une inscription ce qui était l'esprit du vote de climat et résilience sur la territorialisation. Donc c'est retrouver, j'allais dire, la flamme originelle du texte. Mais pas pour le littoral, qu'on garde article 10. Madame Couturier. C'est bon? Merci. Monsieur le ministre, nous présenter des décrets le jour même où on étudie le texte, c'est vrai que c'est un peu quand même parfois compliqué de pouvoir avoir une vraie appréciation du contenu du décret. Alors c'est vrai que le ZAN, surtout en milieu rural et pour les communes qui avaient été, je dirais, qui avaient fait des économies ou qui n'avaient pas beaucoup construit ces dernières années, avaient ce sentiment d'être parfois plus sanctionnées que celles qui avaient beaucoup construit. J'entends que la proposition de supprimer cet article 6 et d'avoir un décret qui prend en compte ces éléments pour une plus juste répartition, c'est une attente, c'est un peu ce qu'attendaient les élus locaux sur ce texte qui faisait beaucoup débat. Mais bon, admettez quand même que pour nous, en tant que législateurs, on est un peu pris de court sur justement l'analyse de ces décrets. Je parle de celui-ci, mais il y en a aussi un autre qui est encore plus dense. Et puis, j'aurais juste une dernière question, Monsieur le Ministre. C'est que dans ce décret, on nous parle, là, je lis le dernier paragraphe des motifs. Il précise que les mesures mises en place pour le STRADET sont également mobilisables en tant que de besoin pour la fixation et le suivi des objectifs dans le schéma directeur de la région Île-de-France, les schémas d'aménagement régionaux, le plan d'aménagement et le développement durable de la Corse. On a eu un débat tout à l'heure sur l'exclusion justement du SDRIF et des schémas concernant la Corse. J'avoue que j'ai un peu de mal à comprendre. Veuillez m'excuser, expliquez-nous. Sincèrement, Madame Couturier, vos difficultés à comprendre me rassurent. Parce que je vais être honnête avec vous, je n'ai pas compris d'emblée la totalité de ce que je vous présente. Il a fallu parfois que je demande quelques explications compte tenu du caractère très complexe du texte. Mais pour l'avoir compris, je vais avoir au moins l'occasion de vous répondre. Le décret qu'on prend, il vaut pour au-delà de 2031. La discussion qu'on a eue tout à l'heure, c'est il se passe quoi entre 21 et 31 sur Paduc, sur SAR et sur SDRIF. Le décret qu'on prend pour le STRADET, il a une valeur qui va au-delà et donc qui s'inscrit dans ce que le rapporteur et moi avons pu dire sur le fait qu'il fallait distinguer dans l'application du ZAN la première partie pour laquelle il y a des dispositifs spécifiques de la suite. Ensuite, vous dites que c'est singulier, c'est vrai, mais je vous demande d'entendre la chose suivante. En temps normal, on vote la loi et ensuite le gouvernement prend des décrets. Là, on ne présente pas les décrets après la loi, on vous les présente avant et on vous les présente avant l'hémicycle. Et avec une idée qui consiste en gros à dire, si dans les jours qui viennent, vous avez une insomnie en vous disant, en relisant le décret de l'article 6, on n'aurait pas dû, et il nous a embobiné, vous pouvez redéposer en séance dans l'hémicycle le dispositif si vous doutez de ma sincérité et si le temps que vous avez devant vous pour le regarder ne se justifie pas. Mais pour tous ceux qui veulent sincèrement qu'on tienne cette trajectoire et qu'on redonne de la souplesse, ça n'est pas une facétie que de vous dire que nous n'aurons pas le temps dans l'hémicycle de faire la totalité du texte. Et donc que là-dessus, je préconise, en toute transparence et à livre ouvert, qu'on acte ce principe des efforts passés, de manière justement à ne pas entrer dans chaque catégorie, puisque ces catégories sont traitées par ailleurs. Monsieur Tête. Oui, merci Monsieur le Président. Non, juste une question, Monsieur le Ministre. Ce qui m'intéresse, vous avez dit que l'AMF était favorable à ce projet de décret. Est-ce que vous pouvez développer les arguments
qui font que l'AMF y est favorable. Parce qu'on va avoir un compte-rendu, nos collègues maires nous posent des questions. Le projet de décret, c'est toujours des choses qui nous paraissent un peu moins démocratiques, entre guillemets. Est-ce que vous pouvez nous donner les arguments développés par l'AMF sur son côté favorable, s'il vous plaît? Merci à vous. Le souhait de l'AMF, c'est maintenant qu'on en sorte et qu'on ait un texte qui soit applicable et qu'on arrête d'avoir une inquiétude partout en France, dans toutes les communes, sur comment est-ce qu'on va faire, à quelle sauce on va être mangé, comment ça va se passer. Ça, et c'est donc le souhait d'avoir un point d'atterrissage rapide. Ils ont compris que le seul atterrissage rapide, c'était d'avoir un accord avant l'interruption sénatoriale qui commence le 14 juillet, qui se termine début octobre, puis réinstallation des instances du Sénat, puis suite, et ça veut dire au mieux un texte applicable en fin d'année. Donc le chemin qui consiste à dire, on a une partie par décret, et à partir du moment où eux ont aussi accès au décret et peuvent discuter avec nous de ce qu'il y a à l'intérieur, leur convient pour des raisons de célérité. Ensuite, sur les efforts passés, il n'y a jamais eu le moindre dissensus entre qui que ce soit. Et donc sur cette partie-là, la discussion a duré 1 minute. L'attente de l'AMF, c'est la suppression, et ce point est peut-être un peu moins consensuel, mais il sera évoqué de moins, c'est la suppression de la tutelle des régions via la prescriptivité du SRADET sur les documents d'urbanisme communaux et intracommunaux. Et à l'intérieur de ce dispositif de nomenclature, il y a 4 dimensions. Le SRADET, est-ce qu'on est dans le fascicule des règles sur la prise en compte, la compatibilité ou la prescriptivité? C'est le gros morceau sur lequel on a eu les échanges avec l'AMF. Et il y a ensuite 3 petits objets dans le décret. La faculté de faire des grands projets régionaux, c'est-à-dire qu'une région puisse dire je garde 50 hectares parce que j'ai un projet de réserve, de musée, de complexe sportif, de je ne sais quoi, et je ne sais pas à quel endroit je le positionne. Donc pour le moment je garde les hectares avant de poursuivre la concertation avec les uns et les autres. Ça ne change pas le plafond, mais ça permet de ne pas insulter l'avenir si vous ne savez pas comment les choses atterrissent et de prolonger la consultation. Il y a une deuxième disposition qui est la prise en compte des efforts passés, et puis il y en a une troisième qui porte sur la même faculté de mettre des espaces en réserve pour les intercommunalités, pour là aussi se laisser un peu plus de temps pour discuter avec les mairies sur les atterrissages précis. Voilà ce qu'il y a dans ce premier bloc de décret. Je tiens à votre disposition un petit schéma que normalement j'ai passé à tous les groupes et qui permet d'expliquer la ventilation de ce qui va vers le haut et vers le bas. Et si ça n'a pas été le cas, je ferai en sorte que mon cabinet puisse vous le passer. Ça explique le chemin qui consiste à ventiler des choses vers les décrets ou vers les règlements. Monsieur le rapporteur. Merci, Monsieur le Président. Je veux juste faire référence aux auditions que j'ai pu mener la semaine dernière avec les associations d'élus. Donc certains étaient peut-être présents. Vous confirmez qu'en particulier l'AMF et même les autres associations d'élus souhaitaient aussi que passer par décret certains articles pour des raisons aussi de souplesse et d'évolution qui sont plus rapides qu'à travers la loi, étant donné qu'on est aussi sur des choses qui doivent évoluer régulièrement. Et donc ça faisait partie de leur demande de pouvoir aussi s'assurer de cette souplesse, voilà, pour l'avenir. Donc c'était bien leur demande, vous retrouverez dans le rapport d'ailleurs des auditions. Madame Cousin. Moi, d'après vos explications, il me semble que, ou alors c'est parce que je suis trop blonde par rapport à ma couleur, mais que ça va à l'inverse de ce que vous nous avez promis, à savoir que vous nous avez repoussé déjà l'amendement pour que ça concerne que 1500 habitants. On dit que ça doit profiter aux petites communes, et là, ça va forcément profiter aux grosses agglomérations et aux plus grosses communes. Ce que vous nous proposez là, même avec un décret. Par définition, Madame Cousin, on ne peut pas le préjuger. Je m'explique. Votre argumentation, c'était d'expliquer que l'artificialisation s'était concentrée sur les métropoles. Si c'est vrai, ça veut dire qu'il y a eu plus d'efforts faits par le monde rural que par les métropoles, et donc que cet article profitera davantage au monde rural plutôt qu'aux métropoles. En fait, on va regarder quelle a été la réalité de la consommation. Plus la consommation a été forte, par le passé, on veut éviter que ceux qui ont beaucoup consommé puissent dire « moi, j'ai énormément artificialisé, donc la moitié d'énormément, ça fait encore beaucoup. » Et que celui qui a très peu artificialisé, on lui dise « ah non, toi, tu as droit à 2 fois moins que le presque rien que tu as déjà fait. » Donc c'est l'inverse. Cette disposition, souhaitée par l'AMRF, pour le coup, par l'Association des maires ruraux de France, elle est en appui de ce que vous avez expliqué tout à l'heure, en disant il faut que les communes qui ont peu consommé soient représentées.
par définition, là, on va tenir compte de la réalité de la consommation, et donc ça va davantage accompagner les communes qui ont peu artificialisé. Ça va davantage les protéger. Ah ouais, c'est factuel, Madame Cousin. Je ne me permettrai pas d'avoir le moindre rapport avec le début de votre intervention sur votre couleur de cheveux, mais c'est factuel. Merci, Monsieur le Ministre. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sachant qu'effectivement, si l'amendement CD 126 passe, il fait tomber tous les autres amendements. Pas d'autres questions? Très bien. Eh bien, chers collègues, je vais mettre aux voix l'amendement CD 126, qui a reçu un avis favorable par définition du gouvernement, mais aussi du rapporteur. Qui est pour? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14. Qui est contre? L'amendement est adopté. L'article 6 est donc supprimé. Nous en venons à l'article 8. Amendement de suppression de l'article. Amendement CD 127. Monsieur le ministre. Alors, c'est le même principe sur un objet moins abrasif, entre guillemets, enfin, même si le premier était consensuel. Celui-là est encore plus simple. C'est une faculté. En substance, si on ne vote pas cette... théoriquement, il y a la ventilation d'espace au niveau des communes. Le Sénat a invoqué l'idée de dire, mais après tout, peut-être qu'une intercommunalité peut avoir un projet qui va nécessiter des hectares, mais qu'elle n'est pas capable de positionner tout de suite. Et donc, c'est la possibilité de créer une réserve dans les plans locaux d'urbanisme qui consiste à ne pas ventiler tous les hectares que vous avez dans votre trajectoire pour la mettre en réserve, le temps ensuite de la faire atterrir territorialement sur un secteur que vous choisirez avec les maires dans le cadre de l'avancée des projets. Le Sénat a imaginé deux cas, un cas qui permette de le faire à l'échelle des SCOT et un cas qui permette de le faire à l'échelle des PLU. Ce dispositif a été l'objet de beaucoup d'amendements entre ceux qui considéraient qu'il fallait l'encadrer, qu'il fallait que ce soit un pourcentage du dispositif, etc. Pour les mêmes raisons, pour faire en sorte d'aller à l'essentiel, puisque nous créons une faculté pour les intercommunalités. Nous proposons de conserver cet acquis du Sénat sur cette faculté, qui n'est pas du tout une obligation, mais qui est une option que les intercommunalités pourront mettre en œuvre, et de le faire par décret, pour éviter d'avoir des discussions à l'infini sur la manière dont cette réserve, dont je ne sais pas si elle sera saisie par les collectivités, pourra fonctionner. Là aussi, les textes sont clairs, les propositions sont faites. La position de l'AMF est d'être favorable à ce qu'il y ait une faculté. Elle aurait été hostile à une obligation qui conduise à ce que ça dépouille certaines communes d'une capacité à agir, avec une réserve sur les SCOT, en considérant que la réserve à l'échelle du PLU, elle a du sens, mais que la réserve à l'échelle du SCOT, elle peut se débattre et se discuter. Il n'est pas question pour nous de prendre un décret tant qu'on n'aura pas là-dessus un accord de l'AMF. Et donc moi, la dimension de réserve à l'échelle des SCOT, si à la fin je n'ai pas de consensus, ça ne me posera pas de difficulté de ne pas la retenir. Le SCOT n'étant pas une collectivité territoriale et la superposition des dispositifs finissant par rendre le dispositif un peu complexe. Monsieur le rapporteur et puis Monsieur Decker pour la suite. Avis favorable. Très bien. Monsieur Decker. Vous aviez évoqué, Monsieur le Ministre, un objectif poursuivi qui était de faire en sorte d'avoir un texte qui puisse être rapidement opérationnel. Donc, puisque vous avez évoqué la position du Sénat et des dispositions avancées par le Sénat, est-ce que sur la suppression, une question qui se veut naïve, est-ce que sur la suppression de ces articles 6 et 8, ça se fait, entre guillemets, avec l'assentiment du Sénat? Oui. Vas-y. Je vais être très clair, ça se fait avec l'assentiment du Sénat, parce que nous reprenons des dispositifs qu'ils ont eux-mêmes inscrits dans le texte. Donc là où on a un débat avec le Sénat, il est clair, il est sur la garantie rurale, sa portée, sa profondeur, son étendue, sur les grands projets d'envergure nationale et la façon d'aller prendre en compte une partie du dispositif, moins sur le SRADET, sur lequel je pense qu'on a un point de convergence, et un peu sur quelques aspects très techniques de la nomenclature, sur lequel j'aurai demain l'occasion d'entrer dans le détail. Mais là-dessus, il y a un consensus. Je m'oriente plutôt sur la position AMF qui consiste à le prévoir dans le cadre des PLU plutôt que des SCOT pour éviter la multiplication des dispositifs.
Et dès lors que je n'ai pas d'accord entre AMF et Sénat, et la plupart des sujets font l'objet d'un accord entre globalement l'association des maires et le Sénat, là-dessus, il y a quand même la volonté du Sénat de l'Assemblée, pardon, de l'AMF d'aller éviter cette somme, mais il y a bien un accord du Sénat sur ce chemin, sur ces articles 6 et 8 qui sont consensuels et qui ont même été introduits par la PPL sénatoriale, pour le coup, de mémoire, à l'unanimité du Sénat. Bien sûr. Ceux qui ont introduit ces articles et qui semblent être d'accord pour qu'ils soient supprimés. Très bien, chers collègues. On a le temps de la réflexion un peu. Je vous en prie. Oui, monsieur le ministre. Merci, monsieur le président. Monsieur le ministre, une question concrète. J'étais président de communauté de communes. Je ne comprends pas trop. J'ai porté un PLUI. Comment on peut, à l'échelle d'un SCOT, vous venez de le dire, qui n'est pas une collectivité, c'est un schéma de cohérence territoriale, où, au vu du diagnostic, des orientations, on définit donc, il nous permet donc une enveloppe donc à urbaniser. On a un zonage graphique concrètement qui est fait à l'échelle du PLUI ou du PLU et qui appartient à la collectivité, donc à la commune ou aux intercommunalités. Je ne comprends pas cette idée de réserve à l'échelle du SCOT. Alors la réserve à l'échelle du PLUI ou du PLU, je la comprends tout à fait, mais à l'échelle du SCOT, je ne la comprends pas. Très bien. Il est logique que vous ne le compreniez pas parce que le dispositif n'existe pas. La manière dont le dispositif est présenté, c'est de créer la possibilité de ne pas attribuer tous les hectares qui existent à l'échelle de votre SCOT entre les intercommunalités qui le composent. Et de dire, je vais prendre un exemple numérique pour que ce soit plus simple, vous êtes avec 150 hectares qui doivent être inscrits dans une trajectoire, vous n'en ventilez que 135. Et vous en gardez 15 à l'échelle du SCOT, en considérant que vous aurez une révision qui permettra d'aller compléter de manière graphique ce que vous avez déjà attribué. Et vous justifiez ces 15 hectares par le fait qu'il va y avoir, à l'échelle de votre pôle métropolitain, au hasard, un projet d'une importance particulière pour accueillir les archives du Muséum d'Histoire Naturelle dont vous n'avez pas encore la réponse, mais dont vous espérez l'accord, une école d'ingénieurs qui pourrait venir se positionner, mais vous ne savez pas si ça va être dans l'ouest, dans l'est, dans le sud ou dans telle ou telle partie du territoire. C'est ça le concept. Globalement, ce que dit l'AMF, c'est très bien pour le faire dans le cadre d'une intercommunalité, mais si je commence à faire des réserves dans les SCOT, qui ensuite généreront des révisions, et qu'en plus la région elle-même fait sa propre réserve, on va se retrouver avec un risque d'atrophie foncière et de somme d'espace en réserve qui peuvent finir à la fin par trop contraindre la trajectoire de sobriété. Les termes du débat sont ceux-là. Mais la philosophie et ce que ça rendrait possible, c'est ce que je viens de vous décrire. Attendez, alors du coup, monsieur Dubois. Attendez, excusez-moi. On va couper le micro, je vous en prie. Monsieur Dubois, le micro. Oui, dans l'esprit, donc, c'est le décret qui va définir donc, cette histoire de réserve et à l'échelle du SCOT. Est-ce qu'il y aura dans le décret un ratio? Nous n'avons pas retenu les SCOT dans le décret, comme je n'ai peut-être pas été suffisamment clair en vous le disant. L'AMF nous ayant fait savoir qu'elle était résolument hostile à un dispositif de ce type, qu'elle ait ensuite nécessité de préciser quel était le pourcentage, la manière dont le truc allait se faire. Nous gardons la réserve sur les plus, nous ne la gardons pas pour les SCOT. Très bien. Je vous propose de mettre aux voix cet amendement CD 127 qui a reçu un avis favorable du rapporteur. Je mets aux voix cet amendement. Qui est pour? Qui est contre? L'amendement est adopté. Il supprime donc l'article 8. Nous en venons aux articles additionnels après l'article 8. L'amendement CD 163 présenté par monsieur Lovisolo, député du Vaucluse. Vous n'avez pas le bon, mais je vais m'adapter. C'est l'amendement qui vise à créer une commission départementale
pour pouvoir, dans le cadre de projets d'intérêt généraux, s'exonérer du dispositif du ZAN. Alors l'idée, c'est de donner la possibilité au maire de saisir une commission départementale, présidée par le préfet, pour donner la possibilité de créer des projets d'intérêt généraux ou d'intérêt public, validés, bien évidemment, avec des représentants d'élus locaux et de territoires, pour essayer de faire sortir, pour que le ZAN, en fait, le dispositif, ne bloque pas des projets d'intérêt généraux sur nos territoires à travers une commission départementale qui serait présidée par le préfet, donc par l'État, qui permettrait de juger de l'opportunité de ces projets. Monsieur le rapporteur. Merci, Monsieur le Président. Alors, même si on peut comprendre l'esprit de votre amendement, chers collègues, je crains que la notion de projet qualifié d'intérêt pour le développement territorial ne corresponde à aucune catégorie juridique, ce qui pourrait être source donc, de contentieux. Et ensuite, il vaut mieux laisser donc, aux collectivités le soin de gérer le principe de mutualisation tout en garantissant une surface minimale pour le développement communal, ainsi qu'elle sera intégrée dans le décret relatif aux règles en matière d'artificialisation des sols. Défavorable. Monsieur le ministre. Avis défavorable, il va y avoir une procédure spécifique pour les grands projets d'envergure nationale. Si on rajoute des projets d'intérêt généraux avec une commission départementale dont il faudra qu'on arrête la composition, dont on précise les critères, dont on détermine dans quelle mesure elle est compétente, dont on qualifie ensuite les enveloppes qui seront nécessaires à sa satisfaction, je crains qu'on n'accomplisse pas totalement notre objectif qui va être d'assouplir et de simplifier, et au contraire qu'on inquiète. Concentrons-nous sur les grands projets d'envergure nationale. Et la manière peut-être différenterait ce que vous appelez des projets d'intérêt généraux, mais ne créons pas un dispositif départemental qui en plus s'opposerait à celui-là. Monsieur Lovisolo. Juste deux mots, je comprends bien l'objectif de la loi. L'inquiétude sur les territoires, c'est que la verticalité du dispositif et parfois ses rigidités peut aboutir à des situations de blocage sur des projets d'intérêt généraux locaux. Et je crois que sur les territoires ruraux et périurbains, moi mon inquiétude, j'en ai beaucoup parlé avec le rapporteur, c'est que ça risque de créer des situations de blocage sur certains territoires ruraux ou périurbains qu'on peut consommer de foncier et qu'on risque de passer à côté de projets d'intérêt généraux pour les territoires. Je parle par exemple de zones d'activité à créer quand il n'y a pas de foncier économique disponible ou de zones d'activité à requalifier. Et donc l'idée c'était d'apporter cette possibilité pour avoir un peu de souplesse dans le cadre de ce dispositif qui pourrait être d'intérêt départemental. Et si la notion d'intérêt territorial ne va pas, moi j'ajouterais la notion d'intérêt général. Très bien. Je vais donc mettre aux voix cet amendement CD 163 qui a reçu un avis défavorable. Rapporteur et ministre, qui est pour? Qui est contre? L'amendement est rejeté. Amendement identique, le CD 64, présenté par Monsieur Delautrette. Oui, merci Monsieur le Président. Comme j'ai eu l'occasion de l'évoquer tout à l'heure dans la déclaration générale de notre groupe, cet amendement vise à permettre le développement de véritables réseaux cyclables à l'échelle des territoires ruraux. Donc ce qu'il est proposé au travers de cet amendement, c'est de réserver une part au développement de ces pistes cyclables intercommunales dans les documents programmatiques. Et je rappelle que cet amendement rend matériellement possible le développement du plan vélo tel qu'annoncé par la Première ministre. Amendement CD 93, présenté. Il est défendu. Amendement CD 128, présenté par Madame Bellouco. Merci Monsieur le Président. C'est en effet un amendement identique qui vise à accélérer le développement des voies cyclables intercommunales, donc entre les communes, puisqu'on sait que c'est là que sont les besoins pour vraiment faciliter le déplacement en vélo dans les zones les moins denses. Monsieur le rapporteur. Très bien, merci Monsieur le Président. Donc, même si je peux entendre le contenu de votre amendement, le fait de vouloir développer, je dirais, le cyclable sur nos territoires, aujourd'hui, le mettre comme ça dans la loi avec un chiffre fixe sur l'ensemble du territoire, d'une part, ne s'adapterait peut-être pas à certaines topologies ou typologies de territoire. En tout cas, il ne laisserait pas la liberté
aux communes de pouvoir avancer. Et d'autre part, aujourd'hui, tant que nous sommes sur des ENAF, il n'y a pas d'impact du cyclable, en tout cas aujourd'hui en termes d'artificialisation, puisque quand c'est sur un espace naturel, ça reste un espace naturel. Quand c'est sur un espace urbanisé, ça reste un espace urbanisé, puisqu'on ne demande pas de changer la classification pour du cyclable aujourd'hui en matière d'urbanisme. Et demain, dans les décrets qui sont en consultation, les bandes de moins de 5 mètres de largeur ne sont pas non plus considérées comme artificialisées. Donc, pour moi, votre amendement est aujourd'hui satisfait, laisse la liberté aux collectivités territoriales, donc avis défavorable. Monsieur le ministre. C'est très exactement ce que je m'apprêtais à dire. Il est doublement satisfait, en mieux. Parce qu'en disant qu'on réserve 5%, on crée une sorte de conflit entre les usages, là où pas 1 mètre carré de piste cyclable ne sera considéré comme de l'artificialisation dans le cadre des décrets. C'était la demande des villes cyclables, c'est les échanges qu'on a eus. Le seul sujet, c'est si nous sommes à plus de 5 mètres de large pour les pistes. Mais le compromis qui a été trouvé, c'est de considérer que quand on était sur une largeur de 5 mètres, on n'était pas dans une logique d'artificialisation. Position AMF, Sénat, ville cyclable, ville et département cyclable. Très bien, je vais donc... Non, Monsieur Meurin, vous vouliez prendre la parole. Oui, merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Vraiment, j'aime beaucoup le vélo, mais un amendement comme celui-ci, qui en gros considère tous les territoires de façon uniforme, à mettre dans tous les SCOT un chiffre à 5% de l'enveloppe d'artificialisation pour le développement de voies cyclables est complètement contraire au début du bon sens, tout en sachant que dans l'exposé des motifs, il est précisé que c'est pour développer les pistes cyclables dans les territoires ruraux. Et la mobilité dans les territoires ruraux, notamment les mobilités du quotidien, c'est-à-dire aller au travail, emmener ses enfants à l'école, n'est absolument pas adaptée à la mobilité en vélo. Je vous invite à me dire si demain vous allez faire 20 km en vélo pour emmener vos enfants à l'école, ou 30 km en vélo pour aller au travail. Donc cette espèce de vision idéologique du cyclable, qui en fait en dessous de ce type d'amendement, il y a aussi la détestation des automobilistes. Je ne comprends pas ce type d'amendement parfaitement abscon, jacobin, qui considère tous les territoires de façon uniforme. Ce qui est toujours un peu pareil avec la gauche, on a une vision géométrique de la France et uniforme, ce qui fait que clairement on passe à côté des vrais sujets. Le vrai sujet dans les zones rurales, c'est l'état des routes secondaires, si vous voulez. Donc au niveau des mobilités, déjà commençons par rénover nos routes secondaires pour que les gens arrêtent d'avoir des accidents de voiture avant de faire en sorte qu'il y ait 2 personnes qui puissent faire du vélo en été quand ils font du tourisme. Monsieur Maquet, un amoureux du vélo. Oui, simplement une demande de précision auprès du ministre, quelque chose de nettement plus consensuel que mon collègue au niveau de son intervention. Moi je comprends l'état d'esprit de cet amendement, cela étant, vous y avez répondu sur le fond, que les pistes cyclables ne soient pas prises en compte, je crois que c'est plutôt une bonne chose. Mais Monsieur le ministre, quel que soit le revêtement de la piste cyclable, parce que ça fait appel à un sujet qui a créé de la polémique chez moi, on a plutôt bitumé des pistes cyclables qui passaient en pleine nature, et je trouvais que c'était pas forcément très intelligent au travers les problématiques qu'on essaie de mettre en œuvre aujourd'hui. On va prendre la prise de parole de M. Delotrette et puis je laisserai M. le ministre répondre. Bon, je voulais juste répondre à notre collègue, puisqu'il nous a directement répondu. Je vous confirme, on a effectivement, géométriquement, diamétralement, vous pouvez le qualifier comme vous voudrez, une vision très différente des choses, et vos propos déforment complètement l'esprit selon lequel on promeut le développement du vélo. On ne vous a jamais parlé d'opposer les modes de déplacement les uns avec les autres. On n'a jamais évoqué le fait que le vélo était le dernier recours à tous les moyens de déplacement sur nos territoires. Par contre, force est de constater que de plus en plus, les Françaises et les Français utilisent le vélo comme moyen de déplacement, libre à eux de faire leur choix, et qu'il est de notre devoir que de faciliter et développer la pratique du vélo en réponse aux besoins exprimés par nos concitoyens. Donc,
pour moi, le débat ne se situe pas à ce niveau-là. Par contre, il se situe un petit peu plus par rapport à ce qu'évoquait notre autre collègue, c'est la manière dont on comptabilise effectivement ces pistes cyclables au regard des matériaux qui sont utilisés. Parce qu'effectivement, certaines pistes cyclables peuvent porter atteinte à l'artificialisation suivant les revêtements qui sont utilisés, tout comme ils peuvent porter atteinte aussi à la biodiversité en fonction aussi de la manière dont elles sont positionnées, gérées, etc. Donc ce sont des sujets. Alors j'entends qu'il y a peut-être des dispositions à voir au travers du décret, d'un décret, donc on sera attentif à ce point-là. Peut-être que l'erreur dans cet amendement, en parallélisme par rapport à ce qui a été évoqué tout à l'heure, c'est que c'est peut-être plus au niveau des PLU qu'il faut penser aussi cela. Là, on aura le temps d'y travailler d'ici la séance. Monsieur Cosson. Oui, je voulais juste apporter un témoignage par rapport à cette règle sur les pistes cyclables. D'ores et déjà, en fait, le décret l'intègre, puisque en fait, tout ce qui est moins de 5 mètres permet de ne pas considérer comme une artificialisation. Donc ça signifie que ça répond un peu aux attentes. Sachant que les voies cyclables, surtout en milieu rural, 5 mètres, c'est à peu près ce que vous retrouvez pour une voie routière. C'est juste pour vous donner une idée par rapport aux largeurs de route. Donc là, il s'agit de pistes cyclables qui dépassent rarement les 3,50 m, 4 mètres. Donc les 5 mètres seront largement suffisants pour pouvoir organiser des pistes cyclables. Après, sur le revêtement, témoignage, on a eu l'occasion de pouvoir, sur la commune dont j'étais maire, installer un collège de 1,7 hectare. C'est pas anodin le 1,7 hectare puisque c'est une commune à dominante rurale et si on était sur le ZAN, on n'aurait pas pu installer au collège qui profite à 6 communes à dominante rurale. Et grâce à ce collège, ça a permis de pouvoir relier des pistes cyclables de moins de 4 mètres qui relient aujourd'hui nos 5 bourgs et qui permettent à des collégiens non seulement de se rendre plus facilement en toute sécurité à leur collège, mais en plus de permettre à des actifs de pouvoir rejoindre le transport en commun, en vélo, et aussi le week-end de pouvoir autrement se rendre dans les bourgs à proximité des commerces qui ne sont pas à 20 km, mais du coup avec cette manière de pouvoir travailler sur un maillage à moins de 5 km, ce qui est à peu près la distance qu'on imagine suffisante pour pouvoir se dire qu'on se projette à venir en vélo. Donc voilà, c'était juste un témoignage, mais au regard des amendements qui sont présentés, je crois que le décret est encore plus ambitieux. Monsieur Thibault. Je voulais finir par le revêtement parce que c'était ça que je voulais dire. Finissez le revêtement et puis Monsieur Thibault veut parler des rollers. Parce que mais oui, parce que vous allez voir. Nous avons commencé par faire des revêtements sableux qui sont pas forcément d'un point de vue écologique bien meilleurs puisqu'en fait on extrait du sable pour pouvoir le faire et on le fait à peu près tous les 5 ans. Et surtout en fait ça avait comme effet que tous ceux qui se déplaçaient en trottinette roller se déplaçaient sur la route pour pouvoir circuler et n'utilisaient pas la piste cyclable. D'où un revêtement lisse qui permet justement d'être emprunté par à la fois les cyclos, les rollers, les trottinettes. Et ça, c'est de l'artificialisation, mais c'est de l'expérience. Parce qu'après, vous faites des routes. Alors par contre, par rapport à la biodiversité, on a rajouté une haie le long de la voie cyclable. Et là, vous avez travaillé à la biodiversité. Et l'écoulement des eaux permet d'alimenter cette haie. Très bien. Ça aussi, c'est une manière de... Monsieur Thibault, vous voulez prendre la parole sur les rollers? Non, Monsieur le Président, sans vouloir dénaturer totalement les propos et sans vouloir, par des interprétations neurolinguistiques, modifier le métacontexte de ce qui a été dit, je pense que tout est dit. Très bien, et c'est l'occasion de passer une annonce, puisque si vous voulez parler encore de mobilité, on vous donne rendez-vous vendredi matin à 9h en séance pour la discussion d'une excellente PPL, chers collègues. Monsieur le ministre. Je constate l'enthousiasme que le sujet génère. C'est rendre possible le plan vélo. Ce n'est pas créer une obligation qui, sur un certain nombre de territoires, si vous fixez un pourcentage, pourrait poser des difficultés. La question des revêtements à ce stade, ça n'est pas l'objet du ZAN. C'est-à-dire que si je commence à entrer là-dedans, il va falloir à ce moment-là qu'on discute, y compris dans le décret, de tout. C'est-à-dire des routes, de la façon dont on construit, y compris en ville, de la manière dont on doit tenir compte pour les places de parking, du fait qu'il est souhaitable qu'elles soient respirantes pour permettre qu'il puisse y avoir l'infiltration des nappes. On change de dimension, plus exactement on complète une dimension. Là, on est sur le calcul et sur le respect de la trajectoire, avec un principe de confiance aux élus locaux et d'autres bouts de texte qui sont ensuite susceptibles de s'inviter d'une autre manière, mais qui ne sont pas l'objet de celui-là. Donc nous, on sanctuarise la possibilité d'aller faire des pistes cyclables, que le ZAN ne soit pas un obstacle à leur réalisation, là où il y a une volonté locale de les mettre en œuvre. Chers collègues, je vous propose de mettre en voie ces amendements identiques, avis défavorable ministre et rapporteur. Qui est pour?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Qui est contre? Ils sont rejetés. Amendement identique, le CD 77 de l'excellent Monsieur Decker. J'ai oublié le CD 48 avant. C'est vrai, parce que je ne l'avais pas dans ma... Mais le CD 48, excusez-moi, effectivement, de Monsieur Bonny. Non, Monsieur Dubois, je vous en prie. Le défendre, c'est un amendement de ma collègue Annie Genevard. Donc cet amendement propose de trouver un équilibre entre les terres agricoles et les forêts dans les surfaces qui peuvent être artificialisées, en prenant en compte dans les zones de montagne des difficultés supplémentaires avec des fortes pentes, de l'altitude, auxquelles s'ajoute la forte croissance des surfaces boisées au détriment des terres agricoles. Ces spécificités appellent à une application différenciée de l'objectif de réduction de l'artificialisation des sols, en veillant à ce que les documents d'urbanisme chargés de décliner les trajectoires foncières assurent une consommation équitable des surfaces entre les surfaces forestières et les surfaces agricoles. L'amendement CD 55, présenté par Monsieur Tête-Signery. Amendement CD 57. C'est le même, mais forcément, les députés ont la liberté de le présenter. Amendement CD 79, Madame Moyer. Oui, merci Monsieur le Président. C'est au nom de la présidence de l'ANEM dont je suis présidente, donc de l'Association nationale des élus de la montagne, que je présente cet amendement. Cet amendement vise à ce que le critère topographique soit pris en considération au moment de la répartition par secteur de l'effort de réduction de l'artificialisation dans le SCOT. Merci. Merci, chers collègues. Monsieur le rapporteur, votre avis? Merci, monsieur le rapporteur. Donc, les principes de la lutte contre l'artificialisation des sols définis dans la loi climat et résilience n'imposent pas de répartition spécifique de la consommation d'espace entre les zones agricoles et naturelles. Cette répartition est à la main des collectivités territoriales. Il n'apparaît pas nécessaire d'apporter la précision proposée par cet amendement. De plus, vous justifiez cet amendement au regard des contraintes propres au territoire de montagne. Ceci ne peut donc pas justifier une telle mesure qui, elle, sera appliquée de manière indifférenciée sur l'ensemble du territoire national. Donc, avis défavorable à ces amendements. Monsieur le ministre. Je pense que ça va exactement à l'encontre du but recherché. Ça impose un équilibre là où il pourrait y avoir un choix d'élu local. Peut-être que dans un territoire en particulier, c'est sur l'espace forestier qui convient de jouer, et dans un autre sur l'espace agricole. Dire qu'on s'oblige à un équilibre, ça voudrait dire qu'on serait obligé d'aller prendre la moitié en espace agricole et la moitié en espace forestier, ce qui va à l'encontre de la capacité des maires à décider, et ce qui est une forme de signal de défiance en considérant que les élus de montagne seraient moins capables que les autres de déterminer ce qui est bon pour leur territoire. Donc, je comprends la philosophie qui consiste à dire qu'il faut tenir compte de cette spécificité, mais cette spécificité, elle fait déjà l'objet de mesures qui existent dans la mise en place des PLU et des SCOT pour les élus de montagne. Donc aller ajouter un truc dans le ZAN à cet endroit-là, ce serait vraiment aller à l'encontre de la liberté des élus de montagne. Donc totalement défavorable. Madame la députée, un petit commentaire? Oui, mais moi je pense qu'au niveau de la spécificité des territoires de montagne, il est bien évident que nous sommes contraints depuis de nombreuses années par la loi montagne. Et donc c'est au nom de ces contraintes que... Oui, on a quand même eu ces contraintes depuis de nombreuses années par la loi montagne 1 et la loi montagne 2, et notamment depuis 1985 la loi montagne 1 sur les territoires de montagne. Donc, Madame la députée, poursuivez. Monsieur le ministre, jusque... Et je pense qu'il est nécessaire que cette prise en considération de nos spécificités, notamment la topographie des territoires de montagne, soit considérée dans la loi ZAN au titre d'autres contraintes sur d'autres territoires. C'est pour ça que Mais bon, je retirerai mon amendement si vous le... Voilà, je retirerai. Très bien. Chers collègues, vous gardez vos amendements, j'imagine. Oui, je vais donc mettre aux voix ces amendements identiques. Avis défavorable de la part du gouvernement, du ministre et du rapporteur. Qui est pour? Qui est contre? Ces amendements sont rejetés.
Nous attendions ces amendements avec impatience. Monsieur Dekers, CD 77. Oui, vous allez être satisfait, Monsieur le Président. Cet amendement, il vise effectivement à faire en sorte que parmi les critères de répartition par secteur puisse être pris en compte le critère topographique. Pour le coup, contrairement aux autres, sans apporter de distinguo entre surface agricole ou surface boisée. Mais c'est la prise en compte du critère de topographie, en particulier dans l'intérêt des territoires de montagne. Amendement CD 142, qui n'est pas défendu. Monsieur le rapporteur. Merci, Monsieur le Président. Donc, les besoins aujourd'hui en termes de voirie et d'infrastructures sont déjà identifiés dans les SCOT et dans le décret SRADET qui est en cours. Donc, aujourd'hui, votre demande est satisfaite et j'émets donc un avis défavorable, puisque les zones de montagne sont bien entendu soumises à SCOT et comprises dans le décret SRADET. Monsieur le ministre. Idem, je comprends l'intérêt de Vincent Descoeurs pour l'inscription, mais nous considérons effectivement qu'il est satisfait, aussi bien au titre des efforts passés compte tenu de la sobriété exceptionnelle dont les secteurs de montagne ont fait preuve, et d'autre part, dans les autres dispositions qui figurent dans les décrets. Monsieur Descoeurs. Oui, j'entends votre réponse, mais en qualité d'ancien président des élus de la montagne, j'aime bien quand c'est précisé dans les textes, voyez-vous. Sans remettre en cause votre souci de satisfaire à ma demande. Mais la montagne a des spécificités, c'est mieux quand c'est écrit. Ce qui marque une volonté de ne pas retirer votre amendement, n'est-ce pas? C'est tout à fait ça, monsieur. Monsieur le ministre. On y va, on y arrive, monsieur, c'est bon. L'équilibre du territoire en tenant compte des pôles urbains, du maillage des infrastructures, des enjeux de revitalisation et de désenclavement des territoires, notamment des communes rurales, ainsi que des particularités géographiques locales pour les communes littorales, et les zones de montagne, définies à l'article 3 de la loi 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. C'est le chapitre que vous trouvez dans l'article 1er du décret sur la mise en œuvre du ZAN qui spécifie de manière écrite ce que, Monsieur Descoeurs, vous souhaitez par ailleurs. Monsieur Descoeurs. Non mais attendez, alors là pour le coup, Monsieur Descoeurs, est-ce que vous voulez prendre la parole? Il me semble que oui, je vous en prie. Oui, j'avais oublié de vous le demander, Monsieur le Président. Veuillez m'en excuser. Je vous en prie. Veuillez m'en excuser. Là, c'était un passage des décrets auxquels vous faisiez référence. Tout à fait. Voilà. Mais là, on comprend beaucoup mieux maintenant. Il manque le mot topographie, mais je vais considérer que ma demande est à demi satisfaite. Nous mettons donc aux voix. Et non, je le retire. Très bien. Grande surprise. Excellent. Non, mais voilà. Vous savez être constructif, Monsieur Descoeurs. Ah oui, quand on m'y aide. Exactement. C'est la volonté de cette commission, en tout cas. Amendement CD 131. Madame Bellouco. Merci. Alors cet amendement est un amendement qui a été travaillé avec la LPO. Il vise à inscrire dans chaque PLU ou PLUI une première brique pour une politique de préservation de la biodiversité qui serait adaptée à chaque territoire. Donc l'idée là de l'amendement, c'est d'ajouter une condition d'absence d'atteinte à la biodiversité dans le cas des dérogations à l'inconstructibilité dans les zones agricoles, naturelles et forestières. Et j'ajouterais que la préservation de ces espaces naturels, agricoles et forestiers et la capacité à renaturer sont en fait l'autre face de l'équilibre ZAN. D'un côté, lutter contre l'artificialisation, mais de l'autre côté, préserver des espaces naturels, agricoles et forestiers de qualité, et puis être en capacité de renaturer là où c'est possible. Et donc, c'est ce que propose cet amendement. Monsieur le rapporteur. Merci, Monsieur le Président. Alors, bien entendu, les enjeux de protection de biodiversité sont importants. Mais nous avons déjà dans les documents d'urbanisme, que ce soit dans les PADD, dans lesquels effectivement la recherche de protection de biodiversité fait partie, dans les PLU, où le principe impose aussi de protéger les espaces de biodiversité.
Nous avons aussi les trames vertes et les trames bleues qui sont essentielles et des véritables, je dirais, couloirs ou cordons de biodiversité. Donc aujourd'hui, les documents d'urbanisme, à mes yeux, satisfont votre demande. Il n'est pas besoin de préciser au-delà de l'existant. Donc satisfait et avis, donc demande de retrait ou avis défavorable. Monsieur le ministre. Je partage globalement l'avis du rapporteur, y compris avec ce qui a été décidé pour les conférences régionales des ZAN. Je pense que c'est une dimension qui sera d'autant plus inscrite par la présence de ces spécialistes de l'environnement sur le plan local. Et de toute façon, c'est toute la philosophie du ZAN, la préservation de la biodiversité. Ce qui le crédibilise au-delà de l'écrire, c'est la baisse de notre consommation. Avec ensuite un enjeu qui consiste à éviter évidemment les zones humides, à se spécialiser sur les territoires qui ont le moins d'intérêt agricole pour en faire les zones d'expansion les plus naturelles. Mais satisfait, donc demande de rejet, de retrait. Madame Belloco. Attendez, je vous en prie, Madame Belloco. Merci. Alors, vous en doutez, je ne vais pas le retirer. Cet amendement porte vraiment sur le cas des dérogations à l'inconstructibilité. Donc, on est dans une situation un peu particulière. Et puis, j'ajouterais qu'effectivement, il y a beaucoup déjà de politiques de préservation de la biodiversité. Malheureusement, on constate encore un déficit de lien entre le Code de l'environnement et le Code de l'urbanisme, en tout cas dans la mise en application. Et inscrire dans le Code de l'urbanisme des éléments de biodiversité ne pourrait que nous faire avancer sur ces sujets-là. Très bien, chers collègues, je vais donc mettre aux voix cet amendement CD 131. Qui est pour? Qui est contre? L'amendement est rejeté. Article 10, chers collègues, amendement de suppression de l'article présenté par Madame Belloco. C'est le CD 132, Madame Belloco. Merci. Alors cet article 10 prévoit en particulier un double comptage, ça a été évoqué dans les propos liminaires, en discussion générale, au regard de l'objectif ZAN, et en particulier il prévoit que soient décomptés du ZAN à la fois les espaces perdus sur la mer du fait de l'élévation de son niveau et les espaces artificialisés pour relocaliser les installations qui auraient été ainsi cédées. Donc l'idée, ça ne nous semble pas acceptable, ce double comptage. J'ai entendu que vous souhaitiez le retirer, mais nous proposons de supprimer tout l'article, puisque l'ensemble des dispositions de cet article, j'aurai un amendement de repli, mais on va dire l'ensemble des dispositions de cet article concourent à ce double comptage. Monsieur le rapporteur. Merci, Monsieur le Président. Donc, bon, en effet, comme j'ai pu le dire en introduction, je dépose un amendement qui permet de supprimer le double comptage, qui pose un réel problème. Vous avez entièrement raison. Aujourd'hui, les enjeux d'érosion côtière sont importants. D'ailleurs, nous avions tout un chapitre dans la climat et résilience sur le sujet. Et nous avons demandé déjà aux communes qui étaient impactées de définir des stratégies locales pour intégrer la stratégie nationale. Donc, je pense que ce que je vous propose en supprimant le double comptage et justement en focalisant ces enjeux-là de renaturation uniquement aux communes qui ont travaillé sur ces stratégies, c'est-à-dire qui s'intègrent dans le fait d'avoir dans les documents d'urbanisme des bandes de 0-30 ans, 30-100 ans, pour ceux qui étaient là dans Climat et Résilience, les sujets que nous avions eus, et effectivement de pouvoir garder cet outil pour ces communes. Voilà, donc avis défavorable, et je vous invite à nous suivre sur l'amendement 181. Monsieur le ministre. Bon. Il y a une vraie logique dans ce qui est présenté, mais je pense que sans mauvais jeu de mots, ce serait jeter le bébé avec l'eau du bain. Ne pas avoir de double comptage, c'est souhaitable. Ne pas avoir un article spécifique sur le littoral et l'érosion du trait de côte, je pense que ce serait une erreur par rapport à ce qui est devant nous. Et donc je veux en un mot expliquer la stratégie qui est la nôtre. Nous avons aujourd'hui 975 communes qui sont concernées par la montée de la mer et qui vont à un titre ou à un autre être gagnées par l'érosion du trait de côte, et ce chiffre résulte d'un calcul sur la base d'un réchauffement à 2 degrés. À 4 degrés, la hausse de la mer sera plus élevée,
l'impact sera plus fort et donc le nombre de communes ou l'ampleur de la terre qui sera concernée à l'intérieur sera plus fort. Certes, c'est pour la fin du siècle, dans les prévisions GEC et compagnie, mais il n'empêche que c'est une réalité. Aujourd'hui, pour faire simple, les communes qui sont concernées par l'érosion du trait de côte, on leur demande de s'inscrire dans un dispositif de décret de manière à geler les possibilités de constructibilité sur les terres qui seront concernées par l'érosion, et avec un enjeu et un soutien de l'État pour faire en sorte d'aller construire en rétro-littoral les espaces qu'ils perdent côté littoral. Donc autant il faut éviter le double compte, autant il est souhaitable qu'on organise la possibilité d'aller effectivement décaler l'urbanisation vers l'arrière et la supprimer en front de littoral. Et la rédaction proposée par le rapporteur, c'est ce point d'équilibre qui évite le double compte, mais qui garde un dispositif pour qu'on tienne compte de l'érosion dans le cadre du dispositif. Et je me permets de le dire parce que ça vaudra pour tous les articles, c'est le bon équilibre. Tout supprimer, c'est un problème. Faire le double compte, c'est un problème. D'où la proposition qui a été faite par le rapporteur et qui est la voie juste à suivre entre les deux. Donc avis défavorable sur la suppression et avis favorable sur la rédaction du rapporteur. Voilà qui intéresse Jimmy Pain, qui souhaite prendre la parole. Et ensuite, Madame Belloco. Merci, Monsieur le Président. Je ne sais pas si c'est tout à fait dans l'acte, mais on a beaucoup investi sur les France vues sur mer au dernier quinquennat, et c'était important de pouvoir redonner la vue à tous les Français. Mais je ne suis pas sûr qu'on ait tenu compte dans ces moments-là, au recul du trait de côte. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de sentiers littoraux qui sont maintenant mangés un petit peu par la côte, et puis à l'atteinte à la biodiversité. Je pense que c'est vraiment important que dans les projets qu'on a, qui ont été souvent parfois définis maintenant par les DDTM, qu'on puisse vraiment tenir en compte ce recul du trait de côte, parce qu'on le vit tous dans nos circonscriptions maritimes, que beaucoup de sentiers côtiers sont déjà mangés par la mer. Madame Belloco. Je vais, une fois n'est pas coutume, retirer mon amendement et retirer le suivant également. Vous retirez donc le CD 132 et CD 133, Madame Belloco. Merci. Nous en venons donc aux amendements faisant l'objet de sous-amendements, avec l'amendement CD 181 de Monsieur le rapporteur. Merci. Monsieur le Président, donc les objectifs de la lutte contre l'artificialisation des sols prévus par la loi Climat et Résilience doivent être déclinés territorialement dans le cadre des documents de planification et d'urbanisme. Leur fixation implique de pouvoir prendre en compte différents éléments objectifs et propres au territoire concerné. En s'appuyant donc sur le cadre fixé par la loi Climat et Résilience, le présent amendement propose la réécriture de l'article 10, comme j'avais pu vous l'annoncer. La rédaction prévoit pour les communes s'inscrivant dans le dispositif prévu à l'article L 321-15 du Code de l'environnement, donc d'intégrer plus explicitement les enjeux liés au recul du trait de côte dans les critères de territorialisation des objectifs chiffrés de lutte contre l'artificialisation des sols, de permettre de pouvoir considérer comme désartificialisées des surfaces qui ne le seraient pas encore dans les faits, dès lors qu'elles se situent dans la zone les plus exposées, c'est-à-dire la fameuse bande des 0 à 30 ans, et qu'elles ont vocation à être renaturées dans le cadre d'un projet de recomposition spatiale du territoire littoral. Donc l'inscription de la prise en compte des spécificités des zonages de montagne dans les documents d'urbanisme sera, elle, intégrée donc au décret d'avril 2022, je vous passe le nom, vous l'avez, le chiffre, relatif aux objectifs et aux règles générales en matière de gestion économe de l'espace et de lutte contre l'artificialisation des sols, du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires. Merci, chers collègues. Je vous propose de passer au sous-amendement CD 193 de Monsieur Delautrette. Oui, merci Monsieur le Président. Donc on a bien entendu, Monsieur le rapporteur, votre proposition de rédaction nouvelle. Simplement, nous souhaiterions y renforcer l'exigence en matière de renaturation des espaces artificialisés, parce que tel que l'amendement est rédigé, il laisse à penser que le simple fait que des zones artificialisées aient vocation à être renaturées suffirait à les considérer comme désartificialisées. Donc nous proposons une rédaction un petit peu plus rigoureuse et qui considérerait que la désartificialisation nécessite une renaturation de ces espaces en poursuivant un objectif d'équivalence écologique et de restitution dans l'état initial. Alors, ce que je vous propose, c'est que Monsieur le rapporteur donne son avis et ensuite Monsieur le ministre
puissiez donner votre avis. Merci, Monsieur le Président. Donc, rapidement, je pense qu'il est important de donner un petit peu de souplesse aux communes qui, justement, sont en train de définir une stratégie locale et donc, c'est-à-dire de faire une sorte de planification territoriale. On leur demande d'identifier des zones qui seront impactées justement par les enjeux de réchauffement climatique, du recul du trait de côte, 0,30 ans. Donc je trouve que mon amendement leur permet justement d'anticiper, et que le vôtre, quelque part, oblige de subir, c'est-à-dire d'être en temps réel. Donc je préfère garder cette souplesse qui est dans l'amendement initial et ne pas trop contraindre parce qu'on est sur de la planification territoriale et donc ça nécessite du temps, ça nécessite de la concertation et je préfère rester sous cet angle-là. Donc avis défavorable pour maintenir de la souplesse et une vision dans le temps pour les élus locaux. Monsieur le ministre. La rigueur va un tout petit peu trop loin, monsieur le député. Je m'explique. Si, pour que le terrain donne droit à compensation, il faut qu'il ait déjà été renaturé, ce n'est plus une spécificité du littoral. Ce sera l'article 13 qui sera proposé dans le cadre de la loi, et c'est le cœur de la philosophie sur le solde. Partout en France, si vous renaturez un espace artificialisé, ça vous redonne une possibilité de construire pour qu'on encourage à la désartificialisation. La spécificité de la zone de montagne, de la zone littorale, c'est de dire qu'un espace qui va être recouvert par l'érosion du trait de côte, vous pouvez le construire pour que les gens qui potentiellement sont à un endroit puissent aller dans le nouvel endroit et ensuite démolir le bâtiment dans lequel ils étaient. Mais ça n'est pas open bar. D'abord, il y a un décret. Et il faut être inscrit dans le décret. À la minute où nous parlons, nous n'avons que 126 communes sur les 975 concernées par l'érosion du trait de côte qui sont dans ce décret. On va passer à 253 dans les prochains jours au moment de l'actualisation de la liste, mais c'est la première condition. La deuxième condition, posée par le rapporteur, c'est que ça n'est pas la perspective à la fin du siècle qui entraîne le droit à reconstruire. C'est sur la base des 30 ans, sur la base d'études qui sont faites avec un certain nombre d'organismes, et donc c'est extrêmement encadré. Enfin, ce ne sont que les espaces artificialisés qui donnent le droit à compensation et pas la surface recouverte par la mer, y compris la partie qui concerne les espaces naturels, mais ça vous en doutiez. Donc le texte, il est déjà très encadré par la rédaction de l'amendement et par le décret sur l'érosion du trait de côte. Là, vous allez un cran trop loin en dévitalisant du coup l'intérêt qu'il y aurait à permettre aux communes littorales de pouvoir faire de l'anticipation. Mais ça n'augmentera pas l'artificialisation. On sera uniquement sur ces communes littorales avec une autorisation d'anticipation tout en restant sur un solde qui sera égal à 0. C'est quand même un outil puissant et indispensable pour réussir dans un certain nombre d'endroits face à l'érosion du trait de côte. Monsieur le ministre, puisque vous avez la parole, je me permets de vous demander votre avis sur le CD 180 de monsieur le rapporteur. Monsieur le Président, il me semblait avoir déjà dit, mais vous avez raison, ça n'était pas dans le bon ordre, que je suis très favorable à l'avis du rapporteur et que ça me coûte d'être défavorable à l'avis du député, mais c'est indispensable si on veut conserver un équilibre avec un caractère spécifique pour le littoral. Monsieur Delotrette. Oui, je comprends qu'effectivement ma proposition de rédaction soit beaucoup plus stricte et aille peut-être un petit peu trop vite par rapport à l'objectif. Pour autant, peut-on pas réfléchir quand même, parce que le peuvent être considérés à un moment ne nous garantit de rien. Entre, comme vous le disiez, peut-être trop de rigueur, mais peut-être pas suffisamment d'avancée. Il y a peut-être un juste équilibre à trouver dans la rédaction, parce que rien ne nous garantit que, à l'arrivée, les opérations seront réellement réalisées. Nous n'avons pas de garantie. Monsieur le ministre. La garantie, elle existe sauf si vous remettez en cause la réalité de l'érosion du trait de côte. Si vous pensez que les calculs sur la montée de la mer sont faux, vous avez raison de prévoir un mécanisme. Si vous pensez qu'ils sont justes, voire qu'ils sont sous-estimés, à ce moment-là, il y a la garantie que la nature reprendra ses droits et ce besoin d'anticipation. Nous, c'est là-dessus que repose le dispositif. Je me permets juste de décrire les choses. On arrive d'un texte du Sénat qui organise un double compte et qui, pour le coup, allait beaucoup trop loin dans un sens. On a un excès de rigueur de notre point de vue de l'autre si on adopte votre position. Et je pense qu'on a un chemin médian. Non mais vraiment, au travers du rapporteur, ça n'est pas open bar pour les espaces littoraux, c'est doublement encadré par le décret et par le zonage des 0,30 ans. Monsieur Maquet.
Oui, simplement dire un mot pour dire que moi je suis complètement le raisonnement du ministre. Effectivement, c'est un problème auquel il faut être confronté pour savoir de quoi on parle très concrètement. Et Dieu sait que sur le littoral, qui est le mien en baie de Somme, on est confronté à ces problématiques. Mais je voudrais ajouter aussi un autre niveau de difficulté que l'on a à gérer, c'est qu'on n'est pas du tout sur les mêmes enjeux financiers. Les gens qui possèdent des maisons face mer aujourd'hui, ils considèrent, et vous le savez, la valeur du foncier est considérable, alors que quand on leur propose d'aller se relocaliser 1 kilomètre en arrière, c'est pas du tout les mêmes enjeux, et Dieu sait que ça génère de vraies difficultés de fond, de compréhension, et des enjeux financiers pour lesquels on n'a pas forcément, c'est pas l'enjeu de la réunion de ce soir, mais on n'a pas forcément les réponses. Monsieur le rapporteur. Merci, Monsieur le Président. Juste quand même rappeler que dans les stratégies locales, bien entendu, on demande aux élus communaux de travailler sur les fameuses bandes de 0-30 ans, 30-100 ans. On leur demande aussi d'identifier les secteurs qui seront protégés, les secteurs qui ne seront pas protégés. Enfin voilà, c'est toute une démarche qui permet quand même d'être plus juste. Alors bien sûr, c'est peut-être un peu aléatoire, mais qui permet quand même de répondre aux enjeux qui vont se produire dans des périodes qui sont quand même assez rapides. Maintenant, si il y a besoin qu'on en reparle et qu'on en rediscute d'ici la séance, je suis disponible pour qu'on regarde si en effet la rédaction est la meilleure ou s'il faut trouver autre chose. Mais je crois qu'il faut quand même garder et faire confiance à ces stratégies locales et s'appuyer dessus. Vous savez que je l'ai fortement porté dans Climat et Résilience. Et donc, il est important que les élus locaux puissent s'appuyer aussi sur tout ce travail qu'ils réalisent localement, quoi. Très bien. Oui, monsieur Delotrette. J'ai bien entendu les échanges, je retire le sous-amendement. Sous-amendement retiré, monsieur Delotrette. Je vais donc mettre aux voix l'amendement CD 181 de monsieur le rapporteur. Qui est pour? Qui est contre? L'amendement est adopté, chers collègues. Nous continuons avec l'amendement. Eh oui, et il fait tomber jusqu'au CD 65 inclus. Nous continuons avec des amendements identiques. Le CD 49 présenté. Alors, qui n'est pas soutenu. Le CD 68, monsieur Sorge. Je ne le vois pas. Et amendement CD 186 de monsieur le rapporteur. Pardon. Merci, Monsieur le Président. Donc, en effet, l'objectif de lutte contre l'artificialisation des sols prévu à la loi Climat et Résilience doivent être déclinés territorialement dans le cadre des documents de planification et d'urbanisme. Donc, en nous appuyant sur le cadre fixé par la loi Climat et Résilience, le présent amendement propose de réécrire l'article 10. La rédaction prévoit pour les communes s'inscrivant dans le dispositif prévu à l'article L 321-15 du Code de l'environnement, d'une part, d'intégrer plus explicitement les enjeux liés au recul du trait de côte dans les critères de territorialisation des objectifs chiffrés de lutte contre l'artificialisation des sols, d'autre part, de permettre de pouvoir considérer comme désartificialisées les surfaces qui ne le seraient pas encore dans les faits, dès lors qu'elles se situent donc dans les zones les plus exposées 0-30 ans et qu'elles ont vocation à être renaturées dans le cadre d'un projet de recomposition spatiale du territoire littoral. Donc l'exscription de la prise en compte des spécificités des zones de montagne dans les documents d'urbanisme sera intégrée dans le décret 2022-762 du 29 avril 2022 relatif aux objectifs et aux règles générales en matière de gestion économe de l'espace et de lutte contre l'artificialisation des sols du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires. Monsieur le Président. Avant de laisser la parole à monsieur Thiebaut, monsieur le ministre. En fait, le rapporteur continue son travail de toilettage après qu'on ait fait le littoral. Cet article 10 comportait une mention qui faisait référence au territoire ultramarin que nous traitons par un article spécifique qui ferait l'objet d'un examen ad hoc pour qu'il soit plus visible, parce qu'on trouve que de mettre dans le même article l'érosion du trait de côte et les territoires ultramarins ne conduisait pas à la clarté. Donc je salue l'œuvre d'élagage du rapporteur pour qu'on ait un texte qui soit lisible et plus facile à retrouver. Donc favorable. Très bien, monsieur Thiebaut. Juste pour vous dire, monsieur le Président, qu'en fait, je n'avais rien à dire. Merci, monsieur le Président.
C'est incompréhensible. Je vais donc mettre aux voix l'amendement CD 186. Qui est pour? Qui est contre? L'amendement est adopté. Et donc, bien entendu, j'ai pas pris en compte le double vote pour et contre de Monsieur Thibault. Parce que j'ai pas très bien compris. Je mets aux voix l'article 10. Qui est pour? Qui est contre? L'article 10 est adopté. Article additionnel après l'article 10. Les amendements identiques. Le CD 36 de Madame Pochon. Merci Monsieur le Président. L'eau aménage nos territoires. C'est autour des fleuves, des lacs, des rives des océans et des mers que se structurent villes et campagnes. Il est absolument crucial au moment de la planification d'anticiper la disponibilité de la ressource en eau, afin de faire correspondre les nouveaux développements urbains avec la capacité des territoires à subvenir aux besoins vitaux des habitants. L'enjeu du ZAN est de planifier l'urbanisation et l'artificialisation restante d'ici à 2050, les sécheresses, les risques d'inondation et tous les impacts des changements climatiques portent en eux le risque d'une impossibilité d'urbanisation de fait. Les prévisions sont difficiles, surtout lorsqu'elles concernent l'avenir, disait Jacques Chirac, pour faire référence à une discussion que nous avions tout à l'heure. Le présent amendement propose donc d'intégrer explicitement la question des impacts des dérèglements climatiques sur l'habitabilité des territoires, notamment du point de vue de la disponibilité de la ressource en eau, de l'évolution du trait de côte et des risques d'inondation et de submersion au sein des textes qui définissent et déclinent la territorialisation de l'objectif ZAN. Je vous remercie. Madame Couturier. Je pensais que vous pourriez présenter avec une nouvelle citation de Jacques Chirac, mais... Peut-être que j'aurais pu citer Giscard d'Estaing, je sais pas, non? Pourquoi pas? Bon. Monsieur le rapporteur. Merci, Monsieur le Président. Donc, ces deux amendements visent effectivement à apporter dans les documents d'urbanisme la prise en compte des enjeux liés au dérèglement climatique et en matière de développement et d'aménagement des territoires, surtout ce qui concerne la disponibilité de certaines ressources, dont l'eau, l'évolution du trait de côte, les risques d'inondation et de submersion. Donc, bien entendu, on partage ce que vous portez, mais votre amendement aujourd'hui n'a pas de portée normative et il a donc une portée en termes d'objectifs et c'est ce que nous portons. Donc, considère que c'est déjà satisfait puisque nous partageons le même objectif qui est déjà dans la loi et donc avis défavorable. Monsieur le ministre. Avis défavorable. En l'espèce, je pense que donc on a besoin de deux choses. D'abord, la carte des stages n'est pas terminée, ce qui poserait une vraie difficulté tant qu'elle ne l'est pas si on rendait obligatoire les stages partout. Et deuxièmement, je pense qu'on disposera dans un an d'un outil de modélisation de la ressource disponible compte tenu du scénario à 4 degrés dans le cadre de l'actualisation de Explore 2070 qui deviendra Explore 2 avec le concours de l'INRA, du BRGM et qui permettra de recalculer les nappes phréatiques, l'impact d'un certain nombre de projets. Tant qu'on n'a pas ces outils, ce serait pour partie manquer de données pour accompagner les élus. Donc ma conviction, c'est que quand on arrivera à la fin de la période, il y aura un intérêt, mais tout de suite maintenant, cette disposition n'est pas totalement applicable parce qu'on a des trous dans la raquette. Donc avis défavorable de fait. Je vais donc mettre aux voix ces amendements identiques. Qui est pour? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Qui est contre? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ces amendements sont rejetés. Nous en venons à l'article 13, le CD 191, présenté par Madame Couturier, peut-être. Monsieur Carrière. Nous vous attendons, Madame Couturier. Prenez votre temps. Pardon, excusez-moi, monsieur le Président. Cet amendement vise à supprimer cet article 13 qui prévoit donc une régression disproportionnée à l'objectif de réduction de l'artificialisation de la période 2021-2031. L'article 13 prévoit en effet que les opérations de renaturation sont prises en compte pour l'atteinte de l'objectif de réduire de moitié sur la période, je parle bien de la période 2021-2031.
l'artificialisation constatée entre 2011 et 2021. Concrètement, cela signifie un affaiblissement de l'objectif. Monsieur le rapporteur. Merci, Monsieur le Président. Bon, tout d'abord, vous dire que l'objectif, nous y tenons et que l'article 13 ne touche pas à l'atteinte des objectifs, que j'ai pu rappeler en introduction. Dans la loi climat et résilience, nous avions effectivement mis en œuvre la possibilité de renaturation à partir de 2031, mais c'est vrai que nous n'avions pas prévu cette possibilité entre 2021 et 2031. Donc aujourd'hui, je pense que supprimer cet article aurait même un effet néfaste, puisqu'il ne motiverait pas, il ne pousserait pas éventuellement des collectivités à renaturer des espaces, puisque derrière, n'aurait pas, je dirais, ça ne serait pas pris en compte en termes d'aménagement du territoire et d'artificialisation des sols. Donc justement, pour inciter dès à présent des collectivités, que ce soit les communes, interco ou éventuellement des régions, puis ça nous a été soulevé lors des auditions, à pouvoir faire de la renaturation sur certains territoires, cet article me semble aller dans le bon sens, donc avis défavorable. Monsieur le ministre. Cet article a fait l'objet d'une totale unanimité au Sénat, y compris des écologistes, pour une raison simple et que je veux préciser. En fait, on répare un petit oubli dans la loi et un effet pervers si on ne le change pas. Si on laisse la loi telle qu'elle, vous n'avez pas intérêt à dépolluer les friches avant 2031, puisque si aujourd'hui vous renaturez une friche, ça vous donne droit à rien, et si vous la renaturez en 2031, ça vous donne droit à l'équivalent en surface constructible. Donc c'est l'inverse. Si on veut être vertueux, il faut au contraire qu'on applique le calcul du solde dès maintenant, pour ne pas être poussé au crime et pour ne pas tenter de conserver des espaces pollués pour l'après 2031 quand les règles de calcul changeront. Et c'est ce qui fait qu'il y a une totale unanimité. Donc je comprends ce que M. Martinet a voulu dire s'il en a fait une lecture rapide, mais ça n'augmente pas l'enveloppe. C'est 1 hectare pour 1 hectare, puisque de toute façon les friches sont hors calcul. Donc si vous prenez une friche et que vous la transformez en espace agricole, l'équivalent est constructible, et si vous construisez sur une friche, ça ne compte pas dans la trajectoire. Et c'est vraiment pour corriger une coquille qu'on s'est retrouvé avec cette totale unanimité, association, ONG, AMF, Sénat sur tous les bancs. Et donc je pense vraiment que ça c'est... Je demande le retrait pour qu'on revienne à l'esprit de ce qui a été souhaité par le législateur. Madame Couturier. Excusez-moi, Monsieur le Ministre, jusqu'en 2031, on est bien sur les 50%. On est bien sur les 50%. Donc, à partir du moment où on va... parce que l'objectif, c'est aussi d'utiliser en priorité toutes les friches existantes qui sont déjà artificialisées. Parce que c'est ça aussi l'objectif. Si on doit, pour éviter de consommer des surfaces, la priorité à construire, le droit à construire doit se faire en priorité sur les friches. Vous l'avez dit, je crois, dès votre présentation, 170 000 hectares de friches aujourd'hui sont disponibles pour pouvoir continuer à construire sans justement artificialiser des terres supplémentaires où, par exemple, on peut avoir ce qu'on appelle, vous l'avez dit, alors les dents creuses en milieu rural. Aujourd'hui, là aussi, il faudra, je pense, peut-être apporter une précision sur qu'est-ce qu'on entend par dents creuses, parce que c'est pas toujours bien défini, puisqu'il y a beaucoup aujourd'hui de communes qui sont encore sur le règlement d'urbanisme global, et c'est toujours un peu aléatoire. Et donc, à partir du moment où on va donner un droit de compensation, parce qu'en fin de compte c'est ça, c'est un droit de compensation, on va augmenter en fin de compte le 50%. Je suis désolé, mais pendant les 10 premières années, vous allez augmenter de fait le 50%. C'était dans ce sens-là, l'amendement. Alors peut-être il y a peut-être à revoir dans le texte, à préciser les choses, mais ça me semble laisser encore plus de possibilités à des villes qui ont déjà artificialisé, parce que on retombe dans la discussion tout à l'heure des communes qui ont été vertueuses et qui n'ont pas de droit. Monsieur le ministre. Attendez, bougez pas. Voilà. La LPO, WWF, humanisme et biodiversité. Personne ne conteste cette version des choses. Personne ne conteste le fait que cet article doit être voté.
parce qu'il aboutirait en fait à un effet pervers qui va à l'encontre de ce que vous dites. Je m'explique. La sobriété, ça veut dire ne pas dépasser 125 000 hectares d'artificialisation, c'est-à-dire ne pas prendre plus de 125 000 hectares sur 10 ans sur les espaces naturels, agricoles ou forestiers. Ça, c'est la règle. Quand on dit que c'est zéro artificialisation nette, ça ne veut pas dire qu'on ne peut plus toucher 1 cm². Ça veut dire qu'à la fin, il faudra, pour reprendre un hectare quelque part, être capable de le rendre à la nature à un autre. C'est le texte tel qu'il a été voté dans le cadre du zéro artificialisation nette. La coquille législative, c'est qu'on considère que jusqu'en 31, on divise par 2, et qu'à partir de 31, la renaturation donne droit à une construction équivalente. Et donc, tous les spécialistes disent, si on fait ça, personne ne va toucher à ça pousse au crime pour garder ses friches pour l'après 2031, puisque les friches, à partir de 2031, donneront accès à des espaces nouveaux, alors qu'avant, eh bien, ils n'entraînent pas de droit à compensation. Donc, à la fin, on n'artificialise pas davantage, parce que la somme de ce qui est artificialisable entre maintenant et 2050, c'est les successions des trajectoires d'artificialisation 2021, 2031, 2031, 2041, 2041, 2050, plus les 170 000 hectares de friches, point barre. Donc ça n'augmente pas la somme, et à court terme, ça incite à commencer par la dépollution des friches. Et je le redis, hein, sinon il n'y aurait pas eu une unanimité de l'intégralité des sénateurs, de toutes les assos et de tout le monde. Monsieur Hott. Oui, je voulais juste rajouter par rapport à ce débat qu'il y a des renaturations qui, si elles sont stimulées, nous restituent des environnements, des biotopes favorables à l'expression de la biodiversité. Je prends l'exemple de carrières dont l'exploitation se termine, de gravières aussi, qui nous rendent des milieux humides. Donc à mon sens, si on peut encourager des renaturations de zones artificialisées de ce type, on est gagnant à la sortie. Merci pour cette précision, monsieur le député. Je vais donc mettre aux voix l'amendement CD 91, avis défavorable gouvernement et rapporteur. Qui est pour? Qui est contre? L'amendement est rejeté. Amendement identique. Amendement faisant l'objet de sous-amendement, le CD 103 de Madame Boyer. Oui, merci Monsieur le Président. Cet amendement vise à ce que la renaturation soit prise en compte par la collectivité et son groupement. Et en même temps, cet amendement vise à ce que les surfaces utilisées temporairement sur les chantiers soient comptées comme non artificialisées avant même la remise en état de ces surfaces. Merci. Cet amendement est sous-amendé par monsieur le rapporteur, le CD 192. Vas-y. Merci, Monsieur le Président. Donc, en effet, ce sous-amendement propose de supprimer la référence sur le dit territoire par la collectivité ou à son groupement afin de simplement poser le principe d'une déduction de la consommation des surfaces renaturées à l'échelle des territoires, ce qui redonne aussi une souplesse à l'amendement tel qu'il a été déposé par nos collègues. Merci. Amendement CD 134, présenté par monsieur Thiebaut. Merci, Monsieur le Président, de m'avoir ouvert. Il est joueur. Oui, en fait, ça a été dit, et il semble, effectivement, cet amendement nous semble essentiel pour pouvoir préciser le texte du Sénat, notamment pour rajouter un niveau supplémentaire au niveau, que ce soit au niveau des communes et établissements publics de coopération intercommunale, notamment sur le sujet de la renaturalisation. Et comme a expliqué le ministre, je pense que il faut vraiment que cet article soit essentiel justement pour éviter la capitalisation foncière future et inciter déjà les communes à pouvoir exploiter aujourd'hui des friches ou rentrer vraiment dans cette trajectoire, c'est absolument essentiel. Voilà pour la défense de cet amendement, Monsieur le Président, et je vous remercie d'avoir laissé le micro ouvert jusqu'à la fin de mon intervention. Ça fait grand plaisir, monsieur le député. Amendement CD 137, présenté par Madame Luquet. Merci Monsieur le Président. Il s'agit d'un amendement identique à ceux qui ont été présentés, donc défendu. Merci.
Monsieur le rapporteur, sur ces amendements identiques. Avis favorable à tous les amendements avec le sous-amendement que j'ai déposé. Très bien. Monsieur le ministre. Avis favorable également sur amendements et sous-amendements qui permettent de préciser la manière dont cet article 13 s'applique de façon intelligente. Très bien. Chers collègues, avant de mettre aux voix, si ces amendements identiques sont adoptés, ça fait tomber les amendements jusqu'au CD 111 identiques. Je préférais vous le dire. Nous allons avant tout mettre aux voix le sous-amendement du rapporteur, le CD 192. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Et je mets aux voix l'amendement CD 103 de Madame Boyer, qui a été sous-amendé par le rapporteur. Qui est pour? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Qui est contre? Il est adopté. Il fait donc tomber les amendements jusqu'au CD 111 et nous reprenons avec les amendements identiques, le CD 189, présenté par Madame Boyer. Merci, Monsieur le Président. Cet amendement vient préciser la rédaction du Sénat. Il supprime les alinéas 3 et 4 qui ont vocation à être appréciés désormais par voie réglementaire. Il vise à ce que la renaturation ne soit pas uniquement prise au niveau des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale, mais que cette renaturation soit prise à un niveau plus global, au niveau aussi des documents de planification régionale et des schémas de cohérence territoriale. Merci. Amendement CD 190, Monsieur Thiebaud. Et je ne toucherai pas votre micro, promis. Il faut juste que vous appuyez sur le bouton. Vous verrez, ça se passera bien. J'attends de latence de vérification. Je vous remercie, Monsieur le Président. Donc, cela a été dit, effectivement, c'est avoir une vision un peu plus englobante, effectivement, sur les objectifs qu'on avait fixés, notamment en dehors de la partie communale et intercommunale, mais surtout aussi, c'est la cohérence du fait que nous estimons aussi qu'il vaut mieux que ce soit fait par voie réglementaire que législative, parce qu'il faut pouvoir avoir de la souplesse et la flexibilité sur ces sujets-là, notamment sur le sujet de la nomenclature et sur les surfaces artificialisées ou non artificialisées. Et encore merci de m'avoir laissé la parole jusqu'au bout, Monsieur le Président. Comptez sur moi, je continuerai à le faire, monsieur le député. Chacun a le droit à la parole, vous le savez. Hein. Amendement CD 191, présenté par Madame Luquet. Défendu, Monsieur le Président. Monsieur le rapporteur. Merci, Monsieur le Président. Donc, le Sénat a introduit à l'article 13 une disposition visant à décompter les surfaces artificialisées, les espaces utilisés temporairement pour les besoins de travaux ou d'aménagement, puis restitués à la même catégorie de surfaces non artificialisées. Cette disposition relève de la nomenclature des surfaces artificialisées et non artificialisées qui sont traitées par voie réglementaire. Les surfaces qui sont temporairement artificialisées au sens de cette nomenclature seront donc considérées comme non artificialisées une fois qu'elles auront fait l'objet d'opérations de renaturation. Je suis donc favorable à la suppression des alinéas 3 et 4 et donc favorable à ces amendements. Monsieur le ministre. Idem. Chers collègues, simplement pour vous préciser, si ces amendements identiques sont adoptés, ça fait tout tomber par la suite. Je vais donc mettre... Monsieur Pain, vous voulez prendre la parole? Je vois que votre micro est allumé. Très bien. Je ne voudrais pas laisser penser que je ne laisse pas la parole, comme le dit Monsieur Thiebaud. Je vais donc mettre aux voix ces amendements identiques. Qui est pour? Qui est contre? Ces amendements sont adoptés et, et les autres amendements tombent par la suite. Je mets aux voix l'article 13. Qui est pour? Qui est contre? L'article 13 est adopté. Article additionnel après l'article 13, le CD 42 présenté par Monsieur Dubois. Oui, merci Monsieur le Président. C'est un amendement rédactionnel qui vise à remplacer l'obligation de renaturation par une obligation de désimperméabilisation ou de végétalisation. En effet,
La renaturation au sens de l'article L101-2-1 du Code de l'urbanisme est très complexe, surtout très coûteuse, et elle est punitive pour des départements comme la Corrèze où on a su protéger environnementalement. Et plus on a d'espèces, plus ça va devenir... c'est extrêmement compliqué. Et je ne sais pas comment les communes, les collectivités vont pouvoir faire pour renaturer. Donc je propose effectivement d'assouplir les termes et de permettre donc plutôt une végétalisation et une désimperméabilisation. Monsieur le rapporteur. Merci Monsieur le Président. Donc les actions de désimperméabilisation et de végétalisation font partie des actions, bien entendu, de renaturation. Dans le prochain décret relatif à l'évaluation et au suivi de l'artificialisation des sols, ce décret précisera effectivement la nomenclature. Il est donc notamment précisé que les surfaces végétalisées à usage de parc ou jardin public, quel que soit le type de couvert, boisé ou herbacé, pourront être considérées comme non artificialisées. Donc votre amendement est satisfait, chers collègues, et je vous demande de le retirer, sinon avis défavorable. Monsieur le ministre. Position comparable à celle du rapporteur. Position comparable à celle du rapporteur. Je vais donc mettre Monsieur Dubois. Il est retiré. Je vous laisse la parole pour le CD 40, Monsieur Dubois. Je le retire puisque c'était d'émettre un rapport par rapport à la renaturation, mais puisque la végétalisation fait partie des choses, ça n'a pas d'intérêt. Très bien. Merci Monsieur Dubois. Chers collègues, je mets aux voix l'ensemble des dispositions dont cette noble commission est saisie. Qui est pour? Qui est contre? C'est l'ensemble des dispositions dont la commission est saisie et adoptée. Je vous remercie, chers collègues, et je vous donne rendez-vous vendredi matin, demain matin, très important, à 9h30 pour nos auditions du mercredi matin.